Dans cette première vidéo sur le syndrome de Gougerot-Sjögren, nous allons parler de sa définition, son épidémiologie, sa classification et sa symptomatologie clinique. Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une maladie auto-immune non spécifique d'organes, donc systémique, chronique de cause inconnue qui se caractérise par une sécheresse oculaire de la bouche et dans les autres muqueuses en raison d'une diminution de la sécrétion des glandes exocrines. Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une maladie rare touchant un peu moins d'un adulte sur 10 000. Les femmes sont 10 fois plus touchées que les hommes. La maladie s'installe le plus souvent vers la cinquantaine, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans. Le syndrome de Gougerot-Sjögren peut être primaire ou être associé à d'autres maladies auto-immunes, la plus fréquente étant la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi le lupus, la cirrhose biliaire primitive et une association plus fréquente avec des cancers et des lymphomes, ce qui impose une surveillance régulière à long terme. Le syndrome de Gougerot-Sjögren associe deux ordres de manifestations cliniques. Les premières sont la conséquence de l'atteinte des glandes exocrines, et notamment salivaires et lacrymales, dont les sécrétions diminuent, ce qui est responsable du syndrome SEC. Chez 2 tiers environ des patients, d'autres organes ou systèmes peuvent être touchés par la maladie. Ces manifestations extraglandulaires caractérisent les formes systémiques du syndrome de Gougerot-Sjögren. L'atteinte ophtalmologique se caractérise par une diminution de la sécrétion des larmes responsable d'une sensation de corps étranger et de sable intraoculaire, de brûlure ophtalmique, d'une gêne à la lumière et à la fixation prolongée d'écran d'ordinateur. L'hyposécrétion lacrymale peut être source de complications ophtalmologiques, telles la blépharite, beaucoup plus rarement ulcération de la cornée. La diminution de la sécrétion de la salive se manifeste par une sensation de bouche sèche, pâteuse, gênant parfois l'élocution et la déglutition des aliments secs. Elle oblige le patient à la prise répétée de gorgées de liquide lors des repas et même parfois la nuit. La sécheresse buccale sévère peut rendre les muqueuses jugales et gingivales ternes et vernissées, avec une langue dépapillée et fissurée, avec des caries cervicales assez caractéristiques et un déchaussement des dents. Chez environ 20% des patients, cette inflammation chronique des glandes salivaires peut être responsable d'épisodes de fluxion des glandes salivaires principales et notamment la parotide. Le syndrome SEC peut également concerner les muqueuses nasales, vaginales et la peau. Les deux manifestations extraglandulaires systémiques les plus fréquentes sont l'atteinte articulaire qui concerne environ un patient sur deux. Il peut s'agir de simples douleurs articulaires inflammatoires touchant surtout les articulations distales de la main. Et la fatigue, qui touche environ un patient sur deux et est responsable d'une altération de la qualité de vie des patients. Elle s'accompagne volontiers de douleurs musculaires diffuses. Les autres signes sont un phénomène de Raynaud qui touche environ un tiers des patients. Il se traduit par la survenue de crises de doigts blancs durant quelques minutes lors de l'exposition au froid. L'atteinte de l'appareil respiratoire se caractérise le plus souvent par une toux chronique, parfois d'une gêne respiratoire ou d'infection bronchopulmonaire récidivante. Les autres signes moins fréquents sont des atteintes cutanées, une atteinte des nerfs périphériques, se traduisant le plus souvent par une neuropathie sensitive. Enfin, le rein peut également être touché, mais ceci ne concerne qu'environ 5% des patients, avec très rarement une évolution vers l'insuffisance rénale. La maladie peut se compliquer à travers ses manifestations extraglandulaires, en plus de l'association possible avec des cancers et des lymphomes. C'est pourquoi la détection du syndrome de Gougerot à un stade précoce est importante. Après cette vidéo, nous parlerons dans la deuxième vidéo des critères diagnostiques et dans la troisième vidéo de la prise en charge médicale et des précautions que doit prendre le malade. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.